Le rire d'Armand résonna dans le salon alors qu'il hasardait quelques mots de français, certain que la domestique ne les comprendrait pas. Mais le château se figea à l'instant où elle répondit dans la même langue, d'une voix ferme et impeccable. Ce qui suivit, personne ne l'attendait. Le puissant baron du café allait découvrir qu'il avait complètement sous-estimé cette jeune femme. Une seule phrase allait changer à jamais la hiérarchie de cette maison. Et lorsque la vérité sur Isabelle éclaterait, même lui ne serait pas préparé aux conséquences. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Le domaine de Montvert s'étendait sur des lieues et des lieues dans la riche campagne bordelaise, ces terres fertiles étant la base de sa fortune, consolidée par les plus prospères plantations de café qu'il possédait aux Antilles françaises. C'était l'année 1878, et la France de la fin du XIXe siècle connaissait l'apogée de la richesse issue du commerce colonial. Parmi les barons du café, peu avaient autant de pouvoir et d'influence qu'Armand de Montvert, un homme de 43 ans qui avait hérité non seulement de terres, mais aussi du titre nobiliaire qui le plaçait parmi l'élite des hautes sphères de la société française. Le baron se levait chaque matin à 5 heures, non par nécessité, mais par discipline. Il s'habillait avec soin, choisissant toujours des tissus importés d'Italie, et prenait son petit déjeuner sur la véranda principale du château, d'où il pouvait observer le mouvement des ouvriers agricoles. Ses mains n'avaient jamais connu le travail manuel, mais ses yeux calculateurs savaient évaluer chaque aspect de la production qui le maintenait parmi les hommes les plus riches du pays. Armand cultivait une image de sophistication européenne qui contrastait avec la rusticité typique des propriétaires terriens de la région. Il parlait français couramment, appris lors d'un séjour à Paris dans sa jeunesse, et tenait à démontrer son érudition chaque fois qu'il recevait des personnalités de la haute société. Ses cheveux foncés, toujours bien peignés et parfumés à la brillantine française, encadraient un visage anguleux, marqué par une barbe soigneusement taillée. Ses yeux bruns foncés révélaient une intelligence froide et calculatrice, capable d'évaluer les personnes et les situations avec la précision de celui dont les décisions n'avaient jamais été remises en question. Le château du domaine de Montvert était un symbole du pouvoir et de la richesse du baron. Construit dans un style néoclassique, avec des colonnes imposantes et des jardins géométriquement parfaits, il reflétait non seulement le succès financier de son propriétaire, mais aussi ses prétentions aristocratiques. Les meubles importés directement d'Italie côtoyaient harmonieusement des pièces françaises en chêne et noyer, créant une ambiance qui mêlait élégance européenne et opulence. Des cristaux de baccarat ornaient les tables, tandis que des tapis persans couvraient les sols de marbre italien. Chaque détail était choisi pour impressionner et intimider les visiteurs. Les matinées au domaine suivaient un rituel rigoureusement établi. Armand descendait, pour le petit déjeuner, ponctuellement à 6 heures, trouvant toujours la table dressée avec de la porcelaine de Sèvres et des couverts en argent massif. Le café, cultivé dans ses plantations coloniales et torréfié selon ses spécifications personnelles, était servi accompagné de pain frais, de fromage importé et de fruits récoltés sur la propriété. Le baron mangeait en silence, consultant des correspondances et des journaux qui arrivaient régulièrement de Paris, se tenant informé des mouvements politiques et économiques qui pourraient affecter ses affaires. Après le petit déjeuner, il consacrait 2 heures à la gestion du domaine. Dans son bureau, meublé d'une grande table en acajou et d'étagères remplies de livres de comptabilité, il recevait les rapports des contremaîtres, analysait les tableaux de production et prenait des décisions concernant les investissements. Armand se vantait de connaître chaque aspect de son entreprise, depuis le nombre exact de plants de café de ses exploitations coloniales jusqu'au coût de transport vers le port du Havre. Sa capacité à mémoriser les chiffres et à détecter les incohérences dans les rapports était légendaire parmi les employés, qui apprenaient rapidement à ne jamais essayer de le tromper. La hiérarchie au domaine était rigide et incontestable. Au sommet, évidemment, se trouvait le baron lui-même. En dessous de lui, l'intendant général, un homme expérimenté nommé Antoine Lefebvre, qui supervisait toute l'opération.
Les contremaîtres contrôlaient différents secteurs de la propriété, depuis les champs jusqu'aux installations de transformation. Les ouvriers agricoles, en majorité des immigrants européens récemment arrivés, occupaient une position intermédiaire, tandis que les journaliers agricoles les plus humbles formaient la base de la pyramide sociale. Parmi ces strates circulait un groupe spécifique, les domestiques du château, qui jouissaient d'un statut spécial en travaillant directement pour le baron. Le traitement carrément réservé aux différents groupes variait considérablement. Avec les intendants et les contremaîtres, ils maintenaient une cordialité professionnelle, respectant leur expérience et leur accordant une certaine autonomie dans leurs fonctions. Les ouvriers agricoles recevaient un traitement juste mais distant, car le baron comprenait la nécessité de les maintenir satisfaits pour éviter la rotation. Avec les journaliers agricoles les plus humbles, il adoptait une posture paternaliste typique de l'époque, se considérant comme un maître bienveillant qui offrait abri et subsistance en échange de leur travail. Quant aux domestiques, il oscillait entre l'indifférence polie et la condescendance, les traitant comme du mobilier humain lorsqu'ils n'avaient pas besoin de leurs services. Parmi les domestiques du château, Isabelle se distinguait non pas en attirant l'attention, mais justement par le contraire. À 24 ans, elle possédait une beauté discrète qui passait inaperçue au premier abord, mais qui se révélait graduellement à qui l'observait avec plus d'attention. Ses cheveux châtain clair, toujours attachés en un chignon simple et soigné, encadraient un visage aux traits délicats. Ses yeux verts, héritage maternel, contrastaient avec sa peau légèrement hâlée. Sa stature moyenne et son port élégant, même sous le simple uniforme de femme de chambre, suggéraient une origine différente de la plupart des domestiques. Isabelle était arrivée au domaine de Montvert 3 ans auparavant, recommandée par la veuve d'un commerçant d'Orléans qui connaissait sa situation précaire. Elle s'était présentée comme une jeune orpheline en quête de travail honnête, prête à accomplir toute tâche qui lui serait confiée. Le baron, qui s'impliquait rarement personnellement dans l'embauche des domestiques, n'avait approuvé son admission qu'après un bref entretien mené par la gouvernante du château, Madame Madeleine. Depuis lors, Isabelle travaillait silencieusement, accomplissant ses obligations avec une efficacité qui impressionnait sans gêner. Ses tâches comprenaient le nettoyage et l'organisation des salons de réception, le soin de la vaisselle fine et des cristaux, et l'aide au service de table lorsque le domaine recevait des visites importantes. Isabelle exécutait chacune de ces fonctions avec une précision et une délicatesse qui contrastaient avec la formation typique d'une femme de chambre ordinaire. Ses mouvements avaient une grâce naturelle. Ses gestes étaient mesurés et appropriés, et sa posture révélait une éducation qui intriguait parfois les autres domestiques. Cependant, elle restait toujours réservée, ne répondant que lorsqu'on la questionnait et n'initiant jamais de conversation inutile. Ce que personne au domaine ne savait, c'est qu'Isabelle gardait un secret qui transformerait complètement la perception qu'on avait d'elle. Fille de Jacques Morel, un précepteur français arrivé en France dans les années 1850 pour éduquer les enfants d'une famille aristocratique à Saint-Germain-en-Laye, et de Catherine Dubois, une Française d'ascendance normande, Isabelle avait reçu une éducation raffinée tout au long de son enfance et de son adolescence. Son père, diplômé de la Sorbonne et parlant couramment 4 langues, lui avait non seulement enseigné le français dès son plus jeune âge, mais aussi la littérature, l'histoire et la philosophie. La mort subite de Jacques, alors qu'Isabelle avait 19 ans, avait laissé mère et fille dans une situation financière désespérée, les obligeant à accepter tout travail disponible pour survivre. La transformation d'Isabelle de fille de précepteur cultivée en domestique ne s'était pas faite du jour au lendemain. Après la mort de Jacques Morel, elle et sa mère découvrirent que le français, malgré sa réputation d'éducateur, n'avait laissé aucune économie significative. Les bijoux et objets de valeur qu'elle possédait furent progressivement vendus pour payer le traitement de la maladie pulmonaire qui avait frappé Catherine à l'hiver 1875. Lorsque sa mère mourut, Isabelle se retrouva complètement seule au monde, avec pour seul patrimoine son éducation et le besoin urgent de trouver un moyen de subsister.
La décision de cacher son origine et son éducation fut délibérée et stratégique. Isabelle comprit rapidement qu'une jeune femme cultivée et raffinée aurait des difficultés à trouver un emploi de domestique. Les employeurs préféraient des employés humbles qui ne remettraient pas en question les ordres, ni ne démontreraient des connaissances susceptibles de créer des embarras. De plus, une femme éduquée éveillerait des soupçons sur sa moralité et ses intentions, surtout dans une société qui voyait d'un mauvais œil les femmes intellectuellement développées. C'est pourquoi Isabelle créa soigneusement un personnage d'orpheline simple, intéressée uniquement à travailler honnêtement pour assurer sa survie. Pendant les 3 années passées au domaine de Montvert, Isabelle perfectionna sa représentation. Elle parlait français avec un accent campagnard simulé. Elle évitait de démontrer des connaissances qui pourraient la trahir et se comportait toujours avec la déférence attendue d'une femme de chambre. Cependant, pendant son temps libre, lorsqu'elle était seule dans sa petite chambre de l'annexe du château, elle s'accordait quelques plaisirs secrets. Elle gardait caché un exemplaire des œuvres de Voltaire, qui avait appartenu à son père, et achetait occasionnellement des journaux étrangers lorsqu'elle se rendait en ville pour faire des courses, les lisant avidement avant de les détruire pour ne laisser aucune trace de sa véritable éducation. L'effort constant pour maintenir cette duplicité commençait à lui coûter émotionnellement. Isabelle se sentait intellectuellement étouffée, obligée de feindre l'ignorance sur des sujets qu'elle maîtrisait parfaitement. Lorsque le baron recevait des visites et qu'elle entendait des conversations dans sa langue natale, elle devait contrôler l'impulsion d'y participer ou de corriger des erreurs évidentes. L'ironie de servir les tables où l'on discutait de thèmes philosophiques et littéraires qu'elle connaissait mieux que beaucoup d'invités ne lui échappait pas. Elle avait progressivement développé un ressentiment silencieux contre l'hypocrisie d'une société qui l'obligeait à cacher sa vraie nature pour obtenir du travail. L'arrivée d'une lettre avec le sceau d'une légation étrangère à Paris causa un grand émoi au domaine de Montvert. Le baron Armand reçut une invitation à accueillir une délégation d'hommes d'affaires français intéressés par l'établissement de partenariats commerciaux dans le secteur du café colonial. La visite, prévue pour durer 3 jours, représentait une opportunité extraordinaire d'étendre ses affaires au marché européen. Armand comprit immédiatement que le succès de cette rencontre dépendrait non seulement de chiffres et de contrats, mais aussi de sa capacité à impressionner les Français par sa sophistication et son hospitalité. Les préparatifs commencèrent 1 semaine avant l'arrivée prévue des invités. Le baron convoqua des réunions quotidiennes avec tous les responsables des différents aspects de la réception. Antoine Lefebvre, l'intendant général, fut chargé d'organiser les visites des exploitations agricoles et les démonstrations des méthodes de culture et de transformation des produits locaux, tout en discutant du café colonial. La gouvernante, Madame Madeleine, assuma la responsabilité de la préparation des appartements des hôtes et de la coordination des services domestiques. Le chef cuisinier du domaine, un Italien expérimenté nommé Joseph, reçut des instructions détaillées sur le menu qu'il devait préparer, incluant des plats français et des adaptations régionales qui pourraient plaire au palais européen. Armand accorda une attention particulière aux aspects qu'il considérait fondamentaux pour faire bonne impression. Il fit lustrer toute l'argenterie de la maison, y compris les chandeliers, les plateaux et les couverts, qui étaient rarement utilisés. Les cristaux de baccarat furent soigneusement nettoyés et organisés sur le buffet du salon principal. La literie des chambres d'hôtes fut changée pour des draps de lin irlandais brodés et des tapis persans furent étendus dans les couloirs par où les visiteurs passeraient. Chaque détail fut planifié pour transmettre un message de prospérité et de raffinement. La sélection des employés qui serviraient pendant le banquet fut minutieuse. Armand choisit personnellement les domestiques qui auraient un contact direct avec les Français, privilégiant ceux qui avaient la meilleure présentation et la plus grande discrétion. Isabelle fut incluse dans l'équipe de service, non seulement pour son efficacité prouvée, mais aussi pour son apparence soignée et son comportement exemplaire.
Le baron n'avait jamais soupçonné qu'elle comprenait chaque mot des instructions qu'il donnait en français pour impressionner Antoine Lefèvre, ni qu'elle observait avec un intérêt croissant les préparatifs pour recevoir des compatriotes de son défunt père. Pour Isabelle, ce banquet représentait simultanément une opportunité et un danger, une chance d'être proche de personnes qui partageaient sa culture, mais aussi le risque d'être découverte si elle ne parvenait pas à maintenir sa façade. La délégation française arriva au domaine de Montvert un après-midi ensoleillé de mars, dans 2 élégants attelages tirés par des chevaux bais. Le groupe était composé de 4 hommes. Monsieur Philippe Dubois, directeur d'une importante maison de commerce parisienne, Monsieur Jean-Baptiste Rousseau, représentant d'un consortium d'investisseurs, Monsieur Henri Beaumont, spécialiste en logistique d'exportation, et Monsieur Auguste Millet, un jeune interprète et secrétaire. Tous portaient des costumes de coupe impeccables et se comportaient avec la sobriété typique des hommes d'affaires européens de l'époque. Le baron Armand les reçut sur la véranda principale du château, vêtu de son meilleur frac et affichant l'hospitalité chaleureuse pour laquelle les grands propriétaires français étaient réputés. Les présentations furent faites en français, langue dans laquelle Armand s'exprimait avec aisance, bien qu'avec un accent perceptible. Les Français se montrèrent courtois et impressionnés par la magnificence de la propriété, louant l'architecture du château et l'organisation des jardins. Philippe Dubois, le chef du groupe, commenta qu'il avait rarement rencontré un domaine français avec des standards d'élégance et de sophistication aussi européens. Après un bref repos dans les appartements spécialement préparés pour eux, les invités furent conviés à une promenade dans les champs du domaine. Antoine Lefèvre, accompagné d'interprètes locaux, conduisit la visite technique, expliquant les méthodes de culture, de récolte et de transformation utilisées sur la propriété. Les Français posèrent des questions détaillées sur la productivité, les coûts de main-d'œuvre, la logistique de transport et la qualité des grains de café provenant des colonies. Armand participa activement aux discussions, démontrant une connaissance approfondie de tous les aspects de ses affaires et répondant avec précision à chaque questionnement. Pendant la promenade, Isabelle s'intégrait discrètement à l'équipe de soutien, servant des rafraîchissements et veillant au confort des visiteurs. Elle écoutait attentivement les conversations en français, observant les expressions et les réactions des hommes d'affaires, les explications qu'ils recevaient. Elle nota que Philippe Dubois semblait particulièrement intéressé par les chiffres de production, tandis que Jean-Baptiste Rousseau se concentrait sur les questions financières. Henri Beaumont se préoccupait principalement des délais et des méthodes de transport vers les ports. Le jeune Auguste Millet, quant à lui, prenait des notes méticuleuses de tout ce qu'il voyait et entendait, démontrant une attention aux détails qui impressionnait même le baron observateur. Pour Isabelle, c'était fascinant d'être à nouveau immergée dans des conversations en français, même si ce n'était qu'en tant que spectatrice silencieuse. La soirée du banquet arriva, empreinte d'une atmosphère d'attente et de sophistication. Le salon principal du château fut transformé en un décor digne des palais européens. Des bougies en cire d'abeille éclairaient l'ambiance à travers des chandeliers en argent, créant une lumière dorée qui rehaussait les tons chauds des meubles en acajou et les couleurs vives des tapis orientaux. La table dressée pour 8 personnes exposait ce qu'il y avait de plus raffiné au domaine. De la porcelaine de Sèvres décorée de motifs dorés, des cristaux de baccarat qui captaient et multipliaient la lumière des flammes, et des couverts en argent massif poli jusqu'à briller comme des miroirs. Le menu élaboré par Joseph reflétait l'intention du baron d'équilibrer la sophistication européenne avec des saveurs régionales. Le repas commencerait par un consommé de tortue, mets recherché à l'époque, suivi d'un poisson de la Garonne, préparé avec une sauce au beurre et aux fines herbes. Le plat principal serait une longe de porc rôti aux herbes de Provence, accompagnée de légumes cultivés sur la propriété. Le dessert, une crème brûlée élaborée selon une recette traditionnelle française, représenterait la touche locale qu'Armand espérait que ses invités apprécieraient. Les vins, soigneusement sélectionnés de sa cave personnelle,
incluait des grands crus français et italiens d'années exceptionnelles. L'équipe de service fut positionnée stratégiquement autour du salon. Isabelle et 3 autres domestiques seraient responsables du service à table, tandis que 2 employés supplémentaires se chargeraient de réapprovisionner les plats, de changer les couverts et de maintenir les verres toujours pleins. Madame Madeleine superviserait discrètement tout le processus, garantissant que chaque détail fonctionnait parfaitement. Le baron lui-même ferait les honneurs de la maison, menant les conversations et s'assurant que ses invités se sentaient à l'aise et bien reçus. Lorsque les Français descendirent au salon, vêtus de leurs plus beaux habits de soirée, l'ambiance prit un air véritablement aristocratique. Philippe Dubois portait un frac de coupe parfaite avec un gilet brodé, tandis que Jean-Baptiste Rousseau affichait un ensemble plus sobre, mais en tissu évidemment coûteux. Henri Beaumont et Auguste Millet complétaient le groupe avec une élégance discrète. Le baron Armand, impeccable dans son élégant smoking brodé d'or, salua chaque invité individuellement, échangeant des courtoisies et établissant le ton cordial qu'il souhaitait maintenir tout au long de la soirée. Isabelle, postée près du buffet, observait la scène avec une attention professionnelle, attendant le moment de commencer le service. À mesure que le dîner progressait, les conversations fluidaient naturellement entre affaires et agréments. Philippe Dubois loua effusivement la qualité des cafés qu'il avait goûtés pendant la journée, déclarant qu'il surpassait ses attentes concernant le produit des colonies françaises. Jean-Baptiste Rousseau se montra intéressé par les coûts de production et la stabilité de la main-d'œuvre, posant des questions discrètes sur la situation politique et les rumeurs d'abolition ou de renforcement des conditions de travail. Henri Beaumont discutait des détails logistiques avec le baron, explorant des alternatives de transport qui pourraient réduire les délais et les coûts d'exportation. Le baron Armand démontrait être dans son élément, alternant couramment entre français et un patois local selon les besoins. Ces réponses révélaient non seulement une connaissance technique du café et de la culture, mais aussi une compréhension sophistiquée des marchés internationaux et des tendances politiques qui pourraient affecter le commerce. Il faisait occasionnellement des commentaires spirituels qui arrachaient des sourires à ses invités, établissant une atmosphère de confiance et de camaraderie qu'il considérait essentielle pour le succès des affaires qu'il entendait proposer. Auguste Millet, le plus jeune du groupe, montrait un intérêt particulier pour les aspects culturels de la vie au domaine. Il posait des questions sur les festivités locales, les traditions régionales et l'adaptation des immigrants européens au climat et aux coutumes locales. Le baron répondait avec fierté, décrivant le domaine de Montvert comme un exemple parfait de la façon dont la civilisation européenne pouvait prospérer en terre française, en conservant ses meilleurs aspects, tout en s'adaptant aux conditions locales. Il était évident qu'Armand voyait sa propriété comme une sorte de laboratoire social, où le meilleur de 2 mondes se combinait harmonieusement. Isabelle servait silencieusement, se déplaçant avec la discrétion apprise pendant ses années de travail. Cependant, chaque mot de la conversation en français résonnait dans son esprit avec une clarté cristalline. Elle entendait les nuances des expressions, comprenait les ironies subtiles, saisissait les implications commerciales de chaque observation. Plusieurs fois, elle dut contrôler l'impulsion de corriger une information imprécise que le baron fournissait sur des aspects de la culture française, ou de compléter des observations qu'elle jugeait incomplètes. La tension de maintenir sa façade tout en assistant à une conversation à laquelle elle aurait pu facilement prendre part commençait à devenir presque insupportable. Ce fut pendant le 2e plat que survint l'incident qui allait changer à jamais la dynamique de cette soirée. Philippe Dubois venait de commenter l'excellence du service au château, louant la discrétion et l'efficacité des domestiques. Le baron Armand, visiblement satisfait du compliment et légèrement euphorique par le vin, décida de faire un commentaire qu'il jugeait spirituel et approprié pour des hommes du monde comme eux. Regardant directement Isabelle, qui à ce moment-là servait de l'eau dans son verre, le baron dit en français, avec un sourire condescendant:
Observez la beauté rustique de cette petite, typique enfant de la terre française, simple et docile, mais avec un charme primitif qui a son propre attrait. Elle ne comprend certainement pas un mot de ce que nous disons, ce qui rend notre conversation encore plus libre et décontractée. Le commentaire fut fait sur un ton mêlant galanterie superficielle et condescendance paternaliste. Armand s'attendait clairement à ce que ses invités apprécient autant l'observation que la liberté d'expression que la supposée ignorance linguistique d'Isabelle procurait. Les Français sourirent poliment, bien qu'Auguste Millet sembla légèrement mal à l'aise avec le ton du commentaire. Le baron continua de se servir du vin, satisfait de sa démonstration de mondanité et de supériorité culturelle. C'est alors qu'Isabelle, qui était restée immobile pendant tout le commentaire, leva lentement la tête et fixa le baron droit dans les yeux. Sa posture changea subtilement, révélant une dignité qu'elle avait jusqu'alors soigneusement cachée. D'une voix claire et avec une diction parfaite, elle répondit dans un français impeccable. « Monsieur le baron, je vous remercie de ce que vous considérez un compliment sur mon apparence, mais je dois vous informer que je comprends parfaitement chaque mot de notre langue commune. De plus, permettez-moi de corriger une petite erreur dans votre phrase précédente. Le correct serait un charme primitif, et non une charme primitive, car le mot « charme » est masculin en français. Le silence qui s'ensuivit fut absolu et chargé de tension. Les verres s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres, les couverts restèrent suspendus au-dessus des assiettes, et tous les regards se tournèrent alternativement vers Isabelle et vers le baron. L'expression d'Armand passa rapidement de la satisfaction au choc, puis à l'incrédulité et finalement à un mélange complexe d'embarras, de curiosité et de ce qui pourrait être interprété comme une admiration réticente. L'impact de la réponse d'Isabelle fut instantané et dévastateur. Le baron Armand, habitué à être toujours la personne la plus cultivée et la plus sophistiquée dans n'importe quel environnement, se retrouva soudain dans la position humiliante d'avoir été corrigé publiquement par une domestique. Pire encore, la correction était absolument précise, exposant une erreur grammaticale que n'importe quel Français éduqué aurait remarquée. Le visage du baron rougit visiblement, non seulement par la honte de l'erreur linguistique, mais principalement par la perception qu'il avait complètement sous-estimé quelqu'un sous son propre toit. Les invités français réagirent avec un mélange de surprise et de fascination. Philippe Dubois haussa les sourcils expressivement, tandis que Jean-Baptiste Rousseau réprimait un sourire qui menaçait de s'échapper. Henri Beaumont regardait alternativement Isabelle et le baron, essayant clairement de traiter le revirement inattendu. Auguste Millet, le plus jeune et peut-être le plus sensible du groupe, semblait sincèrement impressionné par la dignité et l'éloquence démontrées par la jeune femme de chambre. Le français qu'elle parlait n'était pas seulement correct, mais révélait une éducation raffinée qui contrastait dramatiquement avec sa position de servante. Isabelle resta immobile après son intervention, conservant sa posture droite et son regard ferme, mais avec les mains légèrement tremblantes. Elle comprenait parfaitement l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. En quelques secondes, elle avait détruit soigneusement le personnage qu'elle avait construit pendant 3 ans, s'exposant à des conséquences qui pourraient inclure son renvoi immédiat et l'impossibilité de trouver un autre emploi. Cependant, quelque chose en elle avait refusé de rester silencieuse face à la condescendance humiliante du baron. L'éducation reçue de son père et la fierté de son héritage culturel avaient finalement surpassé la prudence et le besoin de survie. Le silence se prolongea pendant de longues secondes, qui parurent éternelles. Les autres domestiques qui servaient à table avaient arrêté leurs activités, percevant que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire, bien qu'ils ne comprissent pas exactement quoi. Madame Madeleine, observant discrètement depuis sa position près de la porte, remarqua la tension dans l'air et s'approcha avec prudence, prête à intervenir, si nécessaire. L'ambiance
qui quelques instants auparavant irradiait cordialité et sophistication, s'était soudainement transformé en un champ de bataille silencieux, où des hiérarchies sociales établies venaient d'être défiées de la manière la plus inattendue possible. Le baron Armand était un homme habitué à contrôler les situations difficiles, une habileté développée au fil des décennies en administrant une entreprise complexe et en négociant avec des personnes d'origine et de tempéraments différents. Après les premiers moments de choc, son esprit calculateur commença à travailler rapidement, évaluant les options et les conséquences. Renier Isabelle immédiatement serait une reconnaissance publique de son humiliation, quelque chose qui pourrait nuire à son image devant les Français. D'un autre côté, ignorer l'incident ou réagir avec une colère excessive pourrait également être interprété comme un manque de contrôle ou de sophistication. Graduellement, le baron retrouva sa contenance, posa le verre de vin sur la table avec des mouvements délibérément calmes, s'essuya les lèvres avec la serviette en lin et fixa Isabelle avec une expression mêlant une curiosité authentique à une autorité encore non complètement ébranlée. Quand il parla finalement, ce fut en français, s'adressant à elle et aux invités. « Mademoiselle, je dois avouer que votre intervention m'a complètement surpris. Votre correction est absolument juste, et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour l'erreur grammaticale. Permettez-moi également de vous présenter mes excuses pour le commentaire inapproprié à votre égard. » La réponse du baron démontrait une sophistication sociale que ses invités apprécièrent. Philippe Dubois hocha la tête d'un air approbateur, reconnaissant l'élégance avec laquelle Armand avait géré une situation potentiellement embarrassante. Jean-Baptiste Rousseau se détendit visiblement, percevant que son hôte ne réagirait pas avec la violence ou la grossièreté que certains propriétaires terriens pourraient montrer face à un tel défi. Henri Beaumont et Auguste Millet observaient Isabelle avec un intérêt croissant, curieux de l'histoire, derrière une domestique qui parlait français mieux que de nombreux Européens qu'ils connaissaient. Le français qu'elle parlait était non seulement correct, mais révélait une éducation raffinée qui contrastait dramatiquement avec sa position de servante. Le baron continua, sa voix prenant un ton de curiosité sincère. « Je dois avouer que je suis profondément intrigué de savoir comment une jeune femme dans votre position a acquis une telle maîtrise de notre langue, et pas seulement la langue, mais clairement une éducation qui va bien au-delà de ce qui serait attendu. » Il était évident qu'Armand avait décidé de transformer son humiliation initiale en une opportunité de démontrer sophistication et ouverture intellectuelle devant ses invités étrangers. Isabelle comprit que le moment était venu de décider si elle continuerait à maintenir sa façade ou si elle révélerait complètement sa véritable identité. Le regard expectant des Français, combiné à la curiosité évidente du baron, créait une situation où mentir ou s'évader serait plus préjudiciable que l'honnêteté. Avec la dignité qu'elle avait héritée de son père, elle respira profondément et décida de raconter son histoire, consciente que ces mots pourraient déterminer non seulement son avenir immédiat, mais peut-être toute sa vie ultérieure. « Monsieur le baron », commença Isabelle, maintenant sa posture droite et parlant un français encore plus raffiné que le précédent. « Mon père était Jacques Morel, un précepteur français, arrivé en France en 1852 pour éduquer les enfants de la famille de Courcelles à Saint-Germain-en-Laye. Il était diplômé de la Sorbonne et parlait couramment 5 langues. Ma mère, Catherine Dubois, était la fille d'un commerçant français établi à Paris. J'ai grandi en parlant français à la maison et en recevant une éducation que mon père considérait essentielle pour toute personne civilisée. » La révélation causa un murmure d'intérêt parmi les invités français. Auguste Millet se pencha légèrement en avant, clairement fasciné par le revirement. Philippe Dubois échangea des regards significatifs avec Jean-Baptiste Rousseau, reconnaissant immédiatement les implications sociales de la situation. Henri Beaumont observait la réaction du baron avec attention, essayant d'évaluer comment l'hôte gérerait la découverte qu'il y avait une personne d'éducation raffinée travaillant comme domestique dans sa maison. Isabelle poursuivit son récit d'une voix ferme, mais chargée d'émotions contenues. « Lorsque mon père est décédé subitement en 1875,
Ma mère et moi, nous sommes retrouvés dans une situation financière désespérée. Il n'avait laissé aucune économie significative et ma mère est tombée gravement malade peu après. Nous avons vendu tout ce que nous possédions pour payer son traitement, mais elle est décédée l'hiver suivant. Je me suis retrouvé complètement seul, avec pour seul patrimoine mon éducation et aucune perspective d'emploi compatible avec ma formation. Le baron écoutait attentivement, son expression révélant un mélange complexe de surprise, de compréhension et de ce qui pourrait être interprété comme une admiration réticente. Il était évident qu'il réévaluait complètement sa perception d'Isabelle, essayant de concilier l'image de la domestique soumise qu'il avait connue avec cette jeune femme éloquente qui se révélait devant lui. Les Français restaient silencieux et respectueux, reconnaissant qu'ils assistaient à un moment profondément personnel et significatif. J'ai rapidement compris, poursuivit Isabelle, qu'une jeune femme célibataire, avec une éducation raffinée, mais sans famille ni ressources, ferait face à d'énormes défis pour survivre dignement. Les emplois de gouvernante ou de préceptrice exigeaient des références que je ne possédais pas, et ma jeunesse éveillerait des soupçons sur ma moralité. C'est pourquoi j'ai décidé de cacher mon origine et mon éducation, me présentant comme une orpheline simple en quête de travail honnête. Pendant 3 ans, j'ai maintenu cette représentation, remplissant mes obligations avec dévouement et ne révélant jamais ma vraie nature. La confession d'Isabelle révélait non seulement son histoire personnelle, mais aussi une compréhension sophistiquée des réalités sociales de la France impériale. Sa décision de cacher son éducation démontrait une maturité et un pragmatisme qui impressionnaient même le baron cynique. Les invités français, habitués aux complexités sociales de l'Europe, reconnurent immédiatement la sagesse de sa stratégie de survie, bien qu'ils déplorassent les circonstances qui l'avaient rendue nécessaire. Le baron Armand resta silencieux pendant quelques instants, traitant les implications complètes de ce qu'il venait d'entendre. Son esprit d'entreprise calculait rapidement les possibilités que la situation présentait. D'un côté, il avait été publiquement humilié par une employée, situation qui pourrait nuire à son autorité si elle n'était pas gérée adéquatement. De l'autre, il avait découvert qu'il possédait chez lui une personne d'une éducation exceptionnelle, qui avait choisi de rester en position inférieure par nécessité, non par incapacité. Philippe Dubois fut le premier des invités à briser le silence. « Mademoiselle, votre histoire est à la fois tragique et admirable. Peu de jeunes de votre âge auraient le courage et la détermination nécessaires pour survivre à de telles adversités en maintenant votre dignité intacte. Votre père serait certainement fier de la femme que vous êtes devenue. » Le commentaire fut fait avec une sincérité authentique, sans condescendance, reconnaissant Isabelle comme une égale en éducation et en raffinement, indépendamment de sa position actuelle de domestique. Auguste Millet, qui était resté particulièrement attentif pendant toute la révélation, s'adressa à Isabelle avec un intérêt évident. « Mademoiselle Morel, puis-je vous demander quelles œuvres de littérature française vous connaissez et quelles autres langues vous maîtrisez en dehors du français ?» Sa question n'était pas fortuite. En tant que secrétaire d'importants hommes d'affaires, Auguste comprenait la valeur des personnes multilingues et culturellement sophistiquées dans le monde des affaires internationales qui se développait rapidement en ces dernières décennies du XIXe siècle. Isabelle répondit sans hésitation « Je connais bien les classiques français, de Molière et Racine, aux auteurs plus contemporains comme Balzac et Flaubert. Je lis également en italien et j'ai des connaissances de base en allemand. Mon père considérait essentiel que je comprenne les courants intellectuels européens, pas seulement le français. » Sa réponse révélait une éducation véritablement cosmopolite, rare, même parmi les classes privilégiées de l'époque. Jean-Baptiste Rousseau se pencha vers le baron. « Mon cher Armand, permettez-moi une suggestion. Notre maison de commerce à Paris a souvent besoin de correspondants qui comprennent à la fois la mentalité française et les subtilités de la communication européenne.
Une personne avec la formation de mademoiselle Morel et son expérience pratique des réalités coloniales pourrait être extrêmement précieuse pour établir des connexions commerciales durables entre nos pays. La suggestion de Jean-Baptiste causa un changement palpable dans l'atmosphère du salon. Le baron Armand perçut immédiatement que la situation avait évolué bien au-delà d'un simple incident avec une domestique insubordonnée. Ses invités français voyaient clairement Isabelle comme une opportunité commerciale, non comme une curiosité sociale. S'il réagissait de manière mesquine ou autoritaire, il pourrait nuire non seulement à son image personnelle, mais aussi aux négociations commerciales qu'il considérait fondamentales pour l'avenir de ses entreprises. Henri Beaumont ajouta « En effet, la capacité de naviguer entre différents mondes sociaux, comme mademoiselle a démontré le faire pendant des années, est une compétence rare et précieuse. Nombre de nos associés européens ont des difficultés à comprendre les nuances de la société coloniale. Une personne qui combine l'éducation européenne avec l'expérience pratique des réalités d'outre-mer serait un atout considérable pour toute entreprise souhaitant étendre ses opérations entre les continents. Le baron Armand comprit rapidement qu'il se trouvait devant une opportunité unique de transformer une situation potentiellement préjudiciable en un avantage stratégique. Ses années d'expérience dans les affaires lui avaient appris à reconnaître les moments décisifs et à agir de manière calculée pour maximiser les bénéfices. La présence d'Isabelle dans sa maison, maintenant révélée comme une personne d'éducation raffinée, pourrait être présentée comme une preuve supplémentaire de sa propre sophistication et de son discernement. Se levant de sa chaise d'un mouvement délibérément théâtral, le baron s'adressa à Isabelle avec une expression mêlant un respect nouvellement acquis à un opportunisme calculé. « Mademoiselle Morel, je dois avouer que votre révélation me cause autant d'admiration que d'embarras. Admiration pour votre courage et votre détermination à survivre à des circonstances si adverses, en maintenant votre dignité et votre caractère intacts. Embarras de ne pas avoir reconnu plus tôt vos qualités exceptionnelles. » Les invités français observaient attentivement la performance du baron, reconnaissant en elle l'habileté politique d'un homme habitué à transformer des situations défavorables en opportunités. Philippe Dubois, notamment, semblait impressionné par la rapidité avec laquelle Armand avait ajusté son approche, démontrant la flexibilité mentale qu'il considérait essentielle chez des partenaires commerciaux fiables. « Je propose, » continua le baron, « que nous considérions immédiatement un changement de votre position dans cette maison. Vos compétences linguistiques et vos connaissances culturelles sont des ressources trop précieuses pour être gaspillées dans des tâches domestiques. Je voudrais vous offrir le poste de secrétaire particulière aux affaires internationales, avec des responsabilités qui incluent la correspondance commerciale, l'assistance dans les négociations avec des partenaires européens et la supervision des questions culturelles liées à nos entreprises. » L'offre du baron était simultanément sincère et stratégique. Il reconnaissait sincèrement la valeur des compétences d'Isabelle, mais comprenait aussi que la maintenir dans une position de premier plan au sein de son organisation impressionnerait ses invités français et renforcerait son image d'homme d'affaires sophistiqué et perspicace. De plus, avoir une personne d'éducation raffinée travaillant directement pour lui pourrait faciliter de futures négociations avec des partenaires européens. Isabelle resta immobile quelques instants, traitant l'ampleur de la transformation qui venait de se produire dans sa vie. En quelques minutes, elle était passée de domestique menacée de renvoi à candidate à un poste de responsabilité et de prestige. Cependant, son éducation et son expérience de vie lui avaient appris à être prudente face aux offres qui semblaient excessivement généreuses, surtout lorsqu'elles étaient faites sous la pression sociale. « Monsieur le baron, » répondit Isabelle avec une dignité mesurée, « je vous remercie profondément de votre offre généreuse. Cependant, je dois avouer que je me sens submergé par la rapidité avec laquelle ma situation a changé cette nuit. 3 ans à travailler comme domestique m'ont appris à être prudente avec les changements soudains de fortune. Pourrais-je solliciter quelques jours pour considérer votre proposition adéquatement ?
La réponse d'Isabelle démontrait non seulement de la prudence, mais aussi une sophistication sociale qui impressionna encore plus les invités français. Auguste Millet murmura d'un air approbateur à Henri Beaumont. Une jeune femme qui demande du temps pour considérer une promotion aussi significative démontre exactement le type de jugement avisé que tout employeur intelligent apprécierait. Le baron Armand acquiesça respectueusement. « Naturellement, mademoiselle, votre prudence ne fait que confirmer la sagesse de mon offre. Prenez tout le temps nécessaire pour votre décision. En attendant, je voudrais suggérer que vous nous rejoigniez à table, en tant qu'invité, et non comme domestique. Ce serait un honneur de discuter de littérature et de culture avec quelqu'un de votre formation. » Philippe Dubois applaudit discrètement la suggestion. « Excellente idée, mon cher Armand. Nous avons rarement l'occasion de converser avec quelqu'un qui combine l'éducation européenne et l'expérience coloniale de manière si unique. Mademoiselle Morel, ce serait un plaisir de vous entendre sur les différences culturelles que vous avez observées pendant vos années en France d'outre-mer. » La transformation de l'atmosphère du salon fut dramatique et immédiate. Isabelle, qui quelques minutes auparavant servait silencieusement à table, se retrouvait maintenant assise comme invitée d'honneur, les hommes les plus puissants de la région pendant à ses lèvres. Le changement de position sociale se produisait sous les yeux d'autres domestiques qui observaient atterrés le revirement extraordinaire de la situation de leurs collègues. Madame Madeleine, la gouvernante, s'approcha discrètement du baron et chuchota « Monsieur, dois-je retirer Isabelle du service de cette nuit ?» Armand répondit d'une voix suffisamment haute pour que tous l'entendent « Certainement, Madame Madeleine. Mademoiselle Morel est maintenant notre invitée d'honneur. Veuillez faire en sorte qu'un autre domestique prenne ses responsabilités. » La conversation qui s'ensuivit révéla la profondeur de l'éducation d'Isabelle et sa capacité d'analyse culturelle. Lorsque Philippe Dubois l'interrogea sur les différences entre les mentalités françaises et celles des colonies dans les affaires, elle répondit avec des aperçus sophistiqués. Les hommes d'affaires coloniaux, selon mon observation, valorisent davantage les relations personnelles et la confiance mutuelle que les Français de métropole. Un Français peut faire des affaires avec quelqu'un qu'il n'apprécie pas personnellement, mais un homme des colonies le fera rarement. D'un autre côté, les Français sont plus directs dans leur communication commerciale, tandis que les hommes d'affaires coloniaux préfèrent des approches plus subtiles et indirectes. Auguste Millet prit des notes discrètes pendant qu'Isabelle parlait, clairement impressionné par ses observations. Jean-Baptiste Rousseau commenta « Mademoiselle, votre analyse est remarquablement perspicace. Beaucoup de nos compatriotes qui tentent d'établir des affaires dans les colonies échouent précisément parce qu'ils ne comprennent pas ces nuances culturelles que vous décrivez si élégamment. » Henri Beaumont s'adressa au baron. « Mon cher Armand, vous avez sous votre toit un trésor intellectuel. Une personne avec une telle compréhension des mentalités européennes et coloniales serait inestimable pour toute entreprise souhaitant opérer internationalement. J'espère sincèrement que vous reconnaîtrez le potentiel extraordinaire de Mademoiselle Morel. » À mesure que la nuit avançait, les implications sociales de la transformation d'Isabelle devenaient de plus en plus évidentes. Les autres domestiques observaient avec un mélange de fascination et d'incrédulité comment l'une de leurs collègues avait soudainement accédé à la position d'égale sociale avec leurs employeurs. Certains témoignaient d'une admiration sincère, d'autres révélaient une jalousie mal dissimulée, et tous comprenaient qu'ils assistaient à un événement qui serait rappelé et discuté pendant des années. Le baron lui-même commençait à percevoir les complexités de la situation qu'il avait créée. D'un côté, sa décision d'élever Isabelle publiquement avait démontré la sophistication et la flexibilité qui avaient impressionné ses invités français. D'un autre côté, il avait établi un précédent qui pourrait compliquer ses relations avec d'autres employés et avec la société locale. Les propriétaires terriens voisins entendraient certainement parler de la domestique devenue secrétaire particulière, et tous n'approuveraient pas une telle rupture des conventions sociales.
Isabelle, pour sa part, naviguait soigneusement entre son nouveau statut et la réalité de ses circonstances. Elle participait éloquemment aux conversations, mais maintenait une modestie qui évitait de paraître présomptueuse ou ingrate. Lorsque Philippe Dubois l'interrogea sur son opinion sur la littérature française contemporaine, elle répondit « Je dois avouer que mes connaissances sur les auteurs contemporains sont limitées. Pendant mes années de domestique, j'ai eu peu accès à de nouveaux livres et mon éducation se concentrait principalement sur la littérature classique européenne. » L'honnêteté d'Isabelle sur les limitations imposées par sa situation financière toucha profondément les invités français. Auguste Millet commenta « Mademoiselle, votre sincérité concernant ces difficultés ne fait qu'accroître notre admiration pour vos réalisations intellectuelles. Beaucoup de gens ayant accès à des ressources abondantes ne développent pas une fraction des connaissances et de la perspicacité que vous démontrez. » C'est alors que Philippe Dubois fit une suggestion qui allait complètement changer le cours de la conversation. « Mademoiselle Morel, notre maison de commerce parisienne pourrait vous offrir des opportunités qui n'existent peut-être pas ici. Nous avons un besoin constant de personnes qui comprennent à la fois la mentalité européenne et la réalité des anciennes colonies. Un poste dans nos bureaux vous permettrait de développer pleinement vos talents tout en contribuant au commerce international entre la France et les régions d'outre-mer. » La proposition causa un silence tendu dans le salon. Le baron Armand comprit immédiatement que ses invités tentaient, en substance, de débaucher Isabelle de son domaine. Sa réaction initiale fut d'irritation. Après tout, il venait de découvrir un atout précieux et les Français essayaient déjà de se l'approprier. Cependant, son intelligence commerciale évalua rapidement les implications plus larges de la situation. Jean-Baptiste Rousseau ajouta « Bien sûr, un tel changement exigerait une préparation minutieuse, mais notre expérience suggère que des personnes ayant la formation de Mademoiselle Morel peuvent faire de très belles carrières en Europe, surtout lorsqu'elles combinent une éducation classique avec une connaissance pratique des réalités coloniales. » Isabelle se sentit simultanément flattée et submergée par les possibilités qui s'offraient à elle. En une seule soirée, elle était passée de domestique à objet de dispute entre de puissants hommes d'affaires. Cependant, son expérience de l'adversité lui avait appris à être prudente avec les offres qui semblaient trop avantageuses. « Messieurs, vos propositions sont extrêmement généreuses, mais je dois avouer que je me sens un peu comme une marchandise en cours de négociation. Pourrais-je vous demander de me permettre de traiter adéquatement toutes ces possibilités ?» Henri Beaumont rit discrètement. « Mademoiselle, votre réaction ne fait que confirmer votre sagesse. Une personne qui accepte immédiatement des offres importantes sans considération minutieuse possède rarement le jugement nécessaire pour exercer des fonctions de responsabilité. » Le baron Armand perçut qu'il devait agir rapidement pour éviter de perdre une opportunité qu'il venait de découvrir. Son esprit d'entreprise calculait les possibilités. S'il permettait aux Français d'emmener Isabelle à Paris, il perdrait non seulement une employée potentiellement précieuse, mais aussi la chance de démontrer sa propre sophistication en maintenant une personne d'un tel calibre dans son organisation. D'un autre côté, concurrencer directement des offres parisiennes pourrait être financièrement risqué. « Mes chers amis français, » dit Armand avec un sourire calculé, « j'apprécie profondément l'intérêt que vous portez à l'éducation de Mademoiselle Morel. Cependant, je dois vous rappeler qu'elle est une employée fidèle de ma maison depuis 3 ans. Et maintenant que j'ai découvert ses qualités exceptionnelles, je ressens une responsabilité particulière pour son bien-être futur. » La déclaration du baron établissait subtilement un droit de préséance sur Isabelle basé sur sa relation d'emploi existante. Les Français comprirent immédiatement la manœuvre, mais respectèrent son élégance diplomatique. Philippe Dubois répondit « Naturellement, mon cher Armand, loin de nous d'interférer dans des relations établies. Notre suggestion n'a été faite que dans l'esprit de reconnaître des talents exceptionnels où que nous les trouvions. » Isabelle observait l'interaction entre les hommes avec un malaise croissant.
Bien qu'elle appréciât d'être valorisée après des années d'invisibilité sociale, elle n'aimait pas être traitée comme un objet de négociation entre de puissants hommes d'affaires. Son éducation française lui avait enseigné à valoriser l'indépendance intellectuelle et l'autonomie personnelle, concepts qui semblaient secondaires dans la discussion qui se déroulait autour d'elle. « Messieurs, intervint Isabelle avec une fermeté respectueuse, je vous remercie profondément de l'intérêt que vous portez à mon avenir. Cependant, je voudrais souligner que toute décision concernant ma carrière doit être prise par moi-même, après mûre réflexion de toutes les options. 3 ans d'adversité m'ont appris à valoriser mon indépendance, même lorsque j'accepte la générosité des autres. » L'affirmation d'Isabelle sur son indépendance causa une pause réflexive dans la conversation. Les hommes présents, habitués à prendre des décisions concernant les employés et les subordonnés, se souvinrent qu'ils avaient affaire à une personne d'éducation raffinée qui possédait ses propres opinions et valeurs. Auguste Millet fut le premier à reconnaître la légitimité de sa position. « Mademoiselle a absolument raison. Pardonnez-nous si notre enthousiasme pour vos talents nous a fait oublier que la décision finale doit toujours être la vôtre. » Le baron Armand, démontrant la flexibilité sociale qu'il avait rendue prospère, ajusta rapidement son approche. « Mademoiselle Morel, vous avez absolument raison. Mon offre d'une nouvelle position dans mon organisation reste disponible aussi longtemps que vous le jugerez nécessaire pour votre délibération. Il n'y a ni pression ni attente, hormis la reconnaissance que vos compétences méritent des opportunités compatibles avec votre éducation. » La grâce avec laquelle le baron accepta la correction impressionna les Français. Philippe Dubois commenta : « Mon cher Armand, votre flexibilité est admirable. C'est précisément ce type d'ouverture d'esprit que nous considérons essentiel chez des partenaires commerciaux internationaux. » Le compliment n'était pas fortuit. Les Français avaient testé discrètement la capacité du baron à s'adapter à des situations inattendues, et sa performance les avait rassurés quant à son adéquation en tant que partenaire à long terme. Isabelle remercia avec sincérité : « Messieurs, votre compréhension signifie beaucoup pour moi. Pendant des années, j'ai dû prendre des décisions importantes seul, souvent sous une pression considérable. J'ai appris que les choix faits hâtivement, même s'ils semblent avantageux, entraînent souvent des conséquences imprévues. C'est pourquoi je vous demande de la patience pendant que j'évalue soigneusement les généreuses opportunités que vous m'avez offertes ce soir. » Jean-Baptiste Rousseau observa : « Mademoiselle, votre prudence est un atout supplémentaire. Dans le monde des affaires internationales, les personnes qui prennent des décisions précipitées causent souvent des problèmes coûteux à leurs employeurs. Votre approche prudente suggère précisément le type de jugement avisé que nous valorisons chez nos associés. » À mesure que la nuit avançait, la conversation se détourna progressivement des circonstances personnelles d'Isabelle pour des discussions plus larges sur le commerce, la culture et les changements sociaux que la France vivait à la fin du XIXe siècle. Isabelle contribuait régulièrement à ces discussions, offrant des perspectives qui combinaient son éducation européenne avec son expérience pratique des réalités coloniales. Ces observations révélaient non seulement des connaissances livresques, mais aussi une compréhension intuitive des dynamiques sociales qui impressionnaient tous les présents. Lorsque le baron suggéra de se retirer au fumoir pour des cigares et du cognac, Isabelle se prépara discrètement à se retirer, assumant que la partie féminine de la soirée était terminée. Cependant, Philippe Dubois intervint. « Mademoiselle, ce serait un honneur si vous nous accompagniez. Vos aperçus sur les différences culturelles entre la France et ses colonies seraient inestimables pour nos discussions sur les stratégies commerciales futures. » L'invitation représentait une reconnaissance extraordinaire de la position sociale d'Isabelle. En France du XIXe siècle, les femmes étaient rarement incluses dans les discussions commerciales masculines, surtout celles qui impliquaient le tabac et les boissons. Le baron hésita un instant, considérant clairement les implications sociales d'une telle rupture de protocole. Cependant, son désir d'impressionner les Français l'emporta sur ses préoccupations conventionnelles.
Certainement, mademoiselle Morel serait un ajout précieux à nos discussions. Dans le fumoir, décoré de meubles en cuir et d'étagères remplies de livres sur l'agriculture et le commerce, la conversation prit un ton plus intime et stratégique. Les Français discutèrent en détail de leur projet d'expansion des importations de café colonial, tandis que le baron présenta des propositions spécifiques sur les volumes de production et les délais de livraison. Isabelle contribuait occasionnellement, avec des observations sur la logistique et les questions culturelles, mais principalement, elle observait et apprenait sur le monde des affaires internationales auxquelles elle n'avait jamais eu accès auparavant. Auguste Millet, qui prenait des notes méticuleuses pendant toute la discussion, commenta « Mademoiselle, votre présence dans cette conversation nous rappelle que des perspectives diverses révèlent souvent des opportunités que l'homogénéité de pensée pourrait manquer. Nous espérons sincèrement que vous considérerez positivement les opportunités qui se sont présentées ce soir. » Les invités français prolongèrent leur séjour au domaine de Montvert pendant 2 jours supplémentaires, période durant laquelle Isabelle continua de participer aux discussions en tant qu'égale intellectuelle, non comme domestique. Le baron avait formellement instruit toute l'équipe du domaine de la traiter comme secrétaire particulière aux affaires internationales, titre qu'il avait inventé pour justifier sa nouvelle position sociale, sans compromettre sa propre autorité en tant que propriétaire. Pendant ces 2 jours, Isabelle eut de multiples conversations privées avec chacun des Français qui se montrèrent véritablement intéressés par son histoire personnelle et ses perspectives sur l'avenir. Philippe Dubois lui offrit des détails spécifiques sur un poste à Paris qui inclurait un salaire généreux, un logement adéquat et des opportunités de développement professionnel. Jean-Baptiste Rousseau décrivit les possibilités de croissance dans une carrière commerciale internationale pour des personnes ayant ces compétences linguistiques et culturelles. Henri Beaumont se concentra sur les aspects pratiques d'un éventuel déménagement en France, expliquant la documentation nécessaire, les coûts de voyage et le processus d'installation à Paris. Auguste Millet, étant le plus proche de son âge, offrit une perspective plus personnelle sur la vie de jeunes professionnels dans la capitale française, y compris les opportunités sociales et culturelles qui pourraient l'intéresser. Le baron Armand observait ces interactions avec une anxiété croissante. Son offre initiale d'un poste de secrétaire particulière avait été faite impulsivement pour impressionner les Français. Mais il réalisait maintenant qu'il souhaitait sincèrement garder Isabelle dans son organisation. Pendant des années, il avait mené toutes les affaires seul, ne faisant confiance qu'à Antoine Lefebvre pour les questions administratives de base. La possibilité d'avoir une assistante éduquée et sophistiquée, capable de comprendre les nuances culturelles et linguistiques, représentait une amélioration significative de sa capacité d'entreprise. Au matin du départ des Français, Isabelle demanda une réunion privée avec le baron. Elle avait passé les 2 nuits précédentes éveillée, pesant soigneusement les options qui se présentaient. L'offre parisienne était tentante, représentant non seulement l'indépendance financière, mais aussi l'opportunité de retourner au monde intellectuel, dont elle avait été forcée de sortir 3 ans auparavant. D'un autre côté, la proposition du baron offrait stabilité et la chance de construire quelque chose de nouveau sans abandonner complètement la vie qu'elle avait établie. « Monsieur le baron, » commença Isabelle lorsqu'ils se rencontrèrent dans le bureau du domaine, « je vous remercie profondément de l'opportunité de réflexion que vous m'avez offerte. Votre générosité et votre flexibilité pendant ces jours m'ont impressionné autant qu'elles m'ont surprise. Je dois avouer que votre capacité à reconnaître une erreur, à ajuster vos perspectives et à traiter une employée comme une égale intellectuelle révèle des qualités de caractère que je ne m'attendais pas à trouver. » Le baron attendait sa décision avec une nervosité mal dissimulée. Pendant 2 jours, il avait observé comment les Français courtisaient Isabelle professionnellement, lui offrant des opportunités qu'il savait ne pas pouvoir égaler. Son domaine, aussi prospère fût-il, ne pouvait rivaliser avec les possibilités culturelles et sociales de Paris.
Cependant, il espérait qu'elle apprécierait la stabilité et la chance de construire quelque chose de significatif ici. « J'ai décidé d'accepter votre offre », annonça Isabelle, « mais avec quelques conditions que j'espère que vous considérerez raisonnables. Premièrement, je voudrais que ma position soit clairement définie, avec des responsabilités spécifiques et l'autorité de les exécuter efficacement. Deuxièmement, je sollicite un salaire qui reflète mes qualifications et mes contributions. Troisièmement, je vous demande de me permettre de poursuivre mon éducation, y compris l'accès à des livres et périodiques qui me tiennent informé des développements culturels et commerciaux. » Le soulagement du baron fut évident. « Mademoiselle Morel, vos conditions sont non seulement raisonnables, mais elles démontrent exactement le type de pensée stratégique que j'espère que vous apporterez à notre partenariat. J'accepte toutes vos demandes et je propose que nous travaillions ensemble pour développer une description formelle de votre nouvelle position. » La transformation d'Isabelle de domestique à secrétaire particulière du baron causa un émoi considérable dans la société locale. Les propriétaires terriens voisins commentaient avec un mélange de curiosité et de désapprobation la décision d'Armand d'élever une employée à une position de confiance. Certains voyaient le changement comme une preuve de sophistication et de modernité, d'autres comme une rupture dangereuse des hiérarchies sociales établies. Isabelle déménagea dans une chambre plus grande du château, décorée de meubles appropriés à sa nouvelle position. Elle reçut une garde-robe adéquate pour quelqu'un qui représenterait le baron dans les correspondances officielles et les éventuelles réceptions. Plus importante encore, elle accéda à la vaste bibliothèque privée d'Armand, qui incluait non seulement des œuvres sur l'agriculture et le commerce, mais aussi une respectable collection de littérature classique et de philosophie. Ces nouvelles responsabilités incluaient la gestion de toute la correspondance internationale du domaine, la traduction de documents commerciaux et le rôle d'interprète lorsque des visiteurs étrangers arrivaient. Armand découvrit qu'Isabelle possédait non seulement des connaissances linguistiques exceptionnelles, mais aussi une compréhension intuitive de l'étiquette commerciale et diplomatique qui rendait leurs interactions professionnelles beaucoup plus efficaces. La première lettre qu'Isabelle rédigea au nom du baron fut adressée à Philippe Dubois à Paris, le remerciant de sa visite et confirmant les termes de l'accord commercial discuté pendant le banquet. Le texte démontrait une telle élégance et précision que le Français répondit en louant non seulement le contenu, mais aussi en commentant qu'il recevait rarement une correspondance commerciale rédigée avec une telle sophistication linguistique. Pendant les premiers mois de sa nouvelle position, Isabelle dut relever des défis significatifs pour établir son autorité sans aliéner les autres employés du domaine. Certains employés avaient du mal à accepter des ordres de quelqu'un qui avait récemment été leur égal, tandis que d'autres la traitaient avec une déférence exagérée qui la mettait mal à l'aise. La situation exigeait une délicatesse constante et une intelligence émotionnelle considérable. Le baron Armand observait attentivement comment Isabelle naviguait ces complexités sociales. Il était particulièrement impressionné par sa capacité à maintenir l'autorité professionnelle sans devenir arrogante ou condescendante avec d'anciens collègues. Quand elle devait donner des instructions à d'autres employés, elle le faisait toujours avec courtoisie, expliquant les raisons de ses demandes et reconnaissant l'expérience spécifique de chaque personne dans son domaine d'expertise. Antoine Lefebvre, l'intendant général, craignit initialement que l'ascension d'Isabelle ne diminue sa propre influence au domaine. Cependant, il réalisa rapidement qu'elle n'avait aucun intérêt pour les questions administratives internes, préférant se concentrer sur les communications internationales et le développement de nouvelles relations commerciales. Progressivement, un partenariat efficace se développa entre eux, chacun respectant l'expertise de l'autre. La correspondance commerciale du domaine s'améliora considérablement sous la supervision d'Isabelle. Ses lettres en français, anglais et italien attiraient des réponses plus rapides et plus favorables de partenaires européens
qui appréciait tant la précision linguistique que la sophistication culturelle qu'elle démontrait. Plusieurs commerçants commentèrent auprès du baron la qualité exceptionnelle de sa secrétaire particulière, compliments qui augmentèrent considérablement son prestige dans la communauté des affaires. La relation entre Isabelle et le baron évolua progressivement d'employeur à employé vers quelque chose de plus proche d'un partenariat intellectuel. Armand commença à consulter Isabelle sur des questions qui allaient au-delà de ses responsabilités formelles, valorisant sa perspective culturelle et sa capacité à analyser des situations complexes. Elle, pour sa part, se sentait intellectuellement stimulée pour la première fois depuis la mort de son père. Au fil des mois, Isabelle s'épanouit intellectuellement d'une manière qui lui avait été impossible pendant ses années de domestique. Ses matinées commençaient tôt, avec 2 heures dédiées à la lecture et à l'étude, avant de débuter ses responsabilités professionnelles. Elle lisait des journaux européens que le baron faisait venir régulièrement, se tenant informée des développements politiques et économiques qui pourraient affecter les affaires du domaine. Le baron, observant le développement intellectuel d'Isabelle, commença à l'inclure dans des discussions sur la stratégie d'entreprise qu'il menait auparavant uniquement avec Antoine Lefebvre. Ses perspectives culturelles se révélèrent particulièrement précieuses lorsque le domaine commença à explorer de nouveaux marchés en Europe continentale. Isabelle comprenait des nuances sociales et commerciales de ces pays qu'Armand, malgré son expérience, n'avait pas suffisamment considéré. La bibliothèque particulière du baron devint le refuge favori d'Isabelle pendant les après-midi. Là, elle découvrit des œuvres d'économie politique et de philosophie commerciale qui élargirent sa compréhension du monde des affaires, bien au-delà de ce qu'elle avait appris en observant les interactions quotidiennes du domaine. Ces conversations avec Armand prirent une profondeur intellectuelle qu'il avait rarement expérimentée avec d'autres personnes, y compris des membres de sa propre classe sociale. Un changement subtil mais significatif commença à se produire dans la dynamique entre Isabelle et le baron. Il en vint à valoriser non seulement sa compétence professionnelle, mais aussi sa compagnie intellectuelle. Leurs discussions sur la littérature, la politique et la philosophie s'étendaient fréquemment jusque tard dans la nuit, créant une intimité intellectuelle qui transcendait leurs relations professionnelles formelles. Isabelle remarquait ces changements, mais restait prudente quant à leurs implications. La position unique d'Isabelle dans la société locale commença à attirer l'attention de cercles sociaux auxquels elle n'avait auparavant pas accès. Les épouses de propriétaires terriens voisins, curieuses de la mystérieuse secrétaire du baron, commencèrent à l'inviter pour le thé et des réunions sociales. Isabelle acceptait ces invitations sélectivement, les utilisant comme des opportunités pour établir des connexions qui pourraient bénéficier aux affaires du domaine. Pendant ces réunions sociales, Isabelle démontrait une habileté remarquable à équilibrer la modestie personnelle avec la compétence professionnelle. Elle parlait éloquemment de culture européenne et de tendances commerciales internationales, mais évitait de paraître prétentieuse ou supérieure. Son éducation raffinée, combinée à son expérience de l'adversité, lui avait appris à valoriser autant le savoir que l'humilité. Le prestige du baron Armand augmenta significativement dans la communauté grâce à la réputation croissante d'Isabelle comme personne éduquée et sophistiquée. D'autres propriétaires terriens commencèrent à le consulter pour des conseils sur les négociations internationales, reconnaissant qu'il possédait des ressources intellectuelles supérieures à celles disponibles dans la région. Armand était fier de cette reconnaissance, mais comprenait aussi qu'une grande partie du mérite revenait à la compétence d'Isabelle. L'arrivée de davantage de visiteurs étrangers au domaine devint courante, attirée par la réputation d'hospitalité sophistiquée et de communication efficace. Isabelle servait d'interprète et de guide culturel pour ses visiteurs, les impressionnant constamment par son éducation et sa perspicacité. Beaucoup commentaient auprès du baron sa chance d'avoir trouvé une employée d'un tel calibre. Des éloges qui augmentaient encore sa satisfaction de la décision de promouvoir Isabelle.
Après plus d'1 an de collaboration, la relation entre Isabelle et le baron Armand avait évolué vers quelque chose qui transcendait les limites professionnelles conventionnelles. Leurs conversations quotidiennes, initialement axées sur les affaires, s'élargirent pour inclure des discussions profondes sur la littérature, la philosophie et les aspirations personnelles. Armand découvrit en Isabelle une compagne intellectuelle, dont l'éducation et la perspicacité rivalisaient avec toute personne qu'il avait connue, indépendamment de la classe sociale. Isabelle, pour sa part, reconnaissait chez le baron des qualités que son arrogance initiale avait masquées. Sous la façade autoritaire, elle trouva un homme véritablement intelligent, capable de croissance personnelle et étonnamment réceptif à des perspectives différentes des siennes. Sa disposition à reconnaître des erreurs, à ajuster des opinions et à traiter une ancienne employée comme une égale intellectuelle révélait une profondeur de caractère qu'elle n'avait pas espéré trouver. L'attirance mutuelle se développa graduellement, nourrie par le respect intellectuel et l'admiration personnelle. Cependant, tous deux comprenaient les complexités sociales de toute relation romantique entre eux. La différence de classe, bien que diminuée par l'ascension professionnelle d'Isabelle, existait toujours et serait impitoyablement jugée par la société locale. De plus, Isabelle valorisait son indépendance nouvellement acquise et hésitait à la compromettre par un engagement romantique avec son employeur. La tension romantique se manifesta par des moments subtils, mais significatifs. Regards prolongés lors de discussions professionnelles, proximité physique inutile lors de la révision de documents ensemble, conversations qui s'étendaient bien au-delà de ce qui serait approprié entre employeurs et employés. Tous deux reconnaissaient ces signes, mais aucun ne prenait l'initiative d'aborder explicitement les sentiments qui se développaient entre eux. La situation devint intenable lorsque des nouvelles arrivèrent annonçant qu'Auguste Millet retournerait en France en tant que représentant permanent de l'entreprise française, établissant son bureau à Paris. Le jeune Français écrivit directement à Isabelle, exprimant l'espoir de renouveler leur amitié et lui offrant à nouveau un poste dans son organisation. Cette fois, l'offre incluait non seulement du travail, mais aussi une cour romantique discrète, mais plus évidente. La lettre d'Auguste causa une turbulence émotionnelle tant chez Isabelle que chez le baron. Pour elle, elle représentait non seulement une opportunité professionnelle, mais aussi la possibilité d'une relation romantique sans les complications sociales qui caractériseraient tout engagement avec Armand. Pour le baron, la lettre fut un rappel douloureux qu'Isabelle possédait des options qui ne dépendaient pas de sa générosité ou de sa protection. Armand réagit à la nouvelle avec une jalousie mal dissimulée et une possessivité qui surprirent les deux. Lors d'une discussion sur la correspondance commerciale de routine, il commenta accidentellement les intentions évidentes d'Auguste et les dangers des relations commerciales qui mêlaient affaires et intérêts personnels. Isabelle reconnut immédiatement le sous-texte et répondit avec fermeté que ses décisions professionnelles et personnelles étaient sa prérogative exclusive. La confrontation qui s'ensuivit révéla finalement les sentiments que tous deux avaient tenté de nier. Armand avoua qu'il était tombé amoureux d'Isabelle et que l'idée de la perdre au profit du Français était insupportable. Isabelle admit qu'elle avait également développé des sentiments pour lui, mais se demanda si une relation entre eux serait basée sur un amour véritable ou simplement sur la gratitude et la dépendance financière. L'honnêteté douloureuse de la conversation laissa les deux émotionnellement épuisés. Ce fut pendant cette crise émotionnelle qu'Isabelle prit une décision qui surprit tout son entourage. Au lieu d'accepter l'offre d'Auguste ou de capituler devant ses sentiments pour Armand, elle annonça son intention d'utiliser ses économies et ses connexions professionnelles pour établir sa propre entreprise de services de traduction et de conseil commercial. Son expérience au domaine lui avait appris qu'il existait une demande significative pour de tels services parmi les hommes d'affaires qui souhaitaient s'étendre aux marchés internationaux. La décision démontrait la maturité et l'indépendance qu'Isabelle avait développées pendant son temps en tant que secrétaire particulière.
Elle reconnaissait que tant l'offre d'Auguste qu'une relation avec Armand la placerait dans une position de dépendance qui pourrait compromettre son autonomie nouvellement acquise. Établir sa propre entreprise lui permettrait de maintenir des relations professionnelles et personnelles selon ses propres termes. Le baron Armand réagit à la décision d'Isabelle avec un mélange d'admiration, de tristesse et de fierté. Admiration pour son courage et sa vision d'entreprise, tristesse à la perspective de la perdre à la fois comme employé et comme compagnie intellectuelle, et fierté d'avoir contribué à son développement professionnel et personnel. Sa réaction finale démontra la croissance de caractère qu'il avait expérimentée pendant les mois passés à travailler avec Isabelle. « Mademoiselle Morel », dit-il formellement, utilisant le nom qu'il avait appris à respecter. Votre décision est à la fois dévastatrice pour moi personnellement et inspirante comme exemple de détermination et de vision. Si tel est votre choix, j'offrirai tout le soutien possible pour garantir le succès de votre entreprise. De plus, je voudrais être votre premier client officiel, en louant vos services pour toutes les négociations internationales du domaine. Isabelle établit son bureau dans la ville d'Orléans. Une position stratégique qui lui permettait de servir les propriétaires terriens de la région, tout en maintenant des connexions avec les commerçants de Paris. Le baron Armand tint sa promesse, devenant non seulement son premier client, mais fournissant également des références enthousiastes à d'autres hommes d'affaires qui avaient besoin de services de traduction et de conseil international. Son entreprise se développa rapidement, bénéficiant à la fois de sa compétence prouvée et du réseau de contacts qu'elle avait développé pendant ses années au domaine de Montvert. Auguste Millet, lorsqu'il établit son bureau à Paris, approcha Isabelle professionnellement, respectant sa décision d'indépendance, tout en gardant des espoirs romantiques discrets. La dynamique entre eux évolua graduellement d'un intérêt romantique vers une amitié et un partenariat commercial respectueux. La relation entre Isabelle et le baron évolua vers une amitié profonde, basée sur le respect mutuel et l'admiration intellectuelle. Ils continuèrent d'avoir de longues conversations sur la littérature et la politique, mais maintenant en tant qu'égaux professionnels, plutôt qu'employeurs et employés. Armand consultait fréquemment Isabelle sur des questions commerciales complexes, payant généreusement son expertise et valorisant ses perspectives comme il n'avait jamais valorisé les opinions d'employés. La position sociale d'Isabelle dans la communauté se consolida comme celle d'une femme d'affaires respectable et éduquée. Son histoire devint une légende locale, citée comme exemple de la façon dont l'éducation et la détermination pouvaient surmonter les adversités sociales. De jeunes femmes de la région commencèrent à la rechercher comme modèle et mentor, admirant sa capacité à naviguer entre différents mondes sociaux en maintenant dignité et indépendance. 2 ans après avoir établi son entreprise, Isabelle reçut une invitation inattendue de la légation française à Paris pour servir d'interprète officiel lors d'une conférence commerciale entre la France et les colonies. La reconnaissance de ses compétences par les autorités diplomatiques représentait une validation extraordinaire de sa compétence professionnelle et de sa position sociale. Armand ressentit une fierté sincère lorsqu'il apprit l'honneur accordé à Isabelle. Pendant la conférence, Isabelle retrouva Philippe Dubois, qui exprima son admiration pour la trajectoire qu'elle avait construite depuis cette nuit mémorable au domaine de Montvert. « Mademoiselle Morel, commenta-t-il, votre décision d'établir votre indépendance professionnelle a démontré une sagesse que nous ne possédons pas tous. Vous avez construit quelque chose de véritablement vôtre, basé sur le mérite et la détermination. » Le succès d'Isabelle à la conférence diplomatique aboutit à des offres d'emploi de diverses organisations gouvernementales et commerciales. Cependant, elle choisit de maintenir son entreprise privée, valorisant la liberté et la flexibilité que l'indépendance procurait. Sa décision reflétait les leçons apprises pendant des années de dépendance forcée et sa détermination de ne plus jamais permettre aux circonstances extérieures de contrôler complètement son destin.
Auguste Millet, observant le succès croissant d'Isabelle, comprit finalement que ses espoirs romantiques étaient irréalistes. Elle avait construit une vie qui transcendait toute relation individuelle, créant une identité basée sur des réalisations professionnelles plutôt que sur des connexions personnelles. Il accepta gracieusement son rôle d'ami et de partenaire commercial, respectant le choix d'Isabelle de privilégier l'indépendance sur le romantisme. Au fil des ans, Isabelle devint l'une des femmes d'affaires les plus respectées de la région d'Orléans. Son entreprise s'étendit pour inclure non seulement la traduction et le conseil, mais aussi l'enseignement des langues pour les enfants de propriétaires terriens qui souhaitaient se préparer à des carrières internationales. Elle forma plusieurs jeunes femmes à des compétences qui leur permirent de trouver des emplois dignes, perpétuant son exemple d'indépendance par l'éducation. Le baron Armand resta célibataire, se consacrant aux affaires et entretenant une amitié proche avec Isabelle. On spécula occasionnellement dans la société locale sur un éventuel mariage entre eux, mais tous deux avaient trouvé un équilibre dans leur amitié qu'ils ne souhaitaient pas compliquer avec le romantisme. Leur relation représentait un modèle unique de respect mutuel qui transcendait les conventions sociales traditionnelles. L'histoire d'Isabelle devint une inspiration pour d'autres femmes qui faisaient face à des adversités économiques. Sa trajectoire de domestique à femme d'affaires prospère démontrait des possibilités que beaucoup n'avaient pas considérées auparavant. Son éducation et sa détermination avaient créé des opportunités là où apparemment aucune n'existait, prouvant que les circonstances sociales n'avaient pas besoin de déterminer le destin personnel. Lors de réunions sociales, Isabelle réfléchissait fréquemment à la nuit qui avait changé sa vie, le moment où elle avait décidé de répondre au baron en français, au lieu de maintenir son silence protecteur. Cette décision instantanée avait déclenché une série d'événements qui avaient transformé non seulement sa propre vie, mais aussi les perspectives d'Armand sur la classe sociale et le mérite individuel. 15 ans après cette nuit mémorable, dans le salon du domaine de Montvert, Isabelle avait établi non seulement une entreprise prospère, mais aussi un héritage éducatif qui bénéficiait à toute la région. Son école de langue était devenue une institution respectée qui préparait de jeunes Français à des carrières internationales, tandis que son entreprise de conseil facilitait des affaires qui avaient apporté une prospérité significative à la région. Le baron Armand, maintenant âgé de 60 ans, attribuait fréquemment à Isabelle le mérite de lui avoir enseigné de précieuses leçons sur le jugement de caractère et la valeur du mérite individuel. Son domaine avait prospéré sous l'orientation d'Isabelle dans les affaires internationales, devenant l'un des plus performants de la région. Plus important encore, il avait développé la réputation d'employeur juste qui valorisait la compétence indépendamment de l'origine sociale. Auguste Millet avait établi un bureau permanent à Paris et entretenait un partenariat commercial régulier avec Isabelle. Son entreprise française bénéficiait énormément de son expertise culturelle et linguistique, tandis qu'elle profitait des connexions européennes pour étendre les opportunités pour les clients. La relation professionnelle entre eux démontrait comment le respect mutuel pouvait surmonter les déceptions romantiques. La dernière fois qu'Isabelle visita le domaine de Montvert en tant qu'invitée au lieu de fonctionnaire, elle et Armand marchèrent dans les jardins où elle avait autrefois servi silencieusement à table. « Vous savez, commenta-t-il, cette nuit où vous m'avez corrigé en français fut le moment le plus important de ma vie d'adulte, non seulement parce qu'elle m'a appris l'humilité, mais parce qu'elle m'a montré que la vraie valeur se présente rarement sous les formes que nous attendons. » Isabelle sourit, se souvenant de la jeune femme effrayée qui avait pris la décision courageuse de révéler son éducation devant de puissants étrangers. « Et pour moi, répondit-elle, ce fut le moment où j'ai appris que cacher qui nous sommes vraiment peut nous protéger temporairement, mais ne nous permettra jamais de nous épanouir pleinement. Parfois, le plus grand risque est aussi la seule véritable opportunité de liberté. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'une calèche transportant de jeunes étudiants de son école, qui venaient lui rendre visite au domaine historique où son histoire avait commencé.
Observant ces visages remplis d'espoir, Isabelle comprit que sa décision courageuse, cette nuit lointaine, avait créé des ondes de changement qui s'étendraient bien au-delà de sa propre vie, inspirant les générations futures à valoriser l'éducation, le courage et la dignité personnelle au-dessus de la conformité sociale. Chers spectateurs, l'extraordinaire parcours d'Isabelle nous enseigne qu'un seul moment de courage peut transformer non seulement notre propre vie, mais aussi toucher profondément la vie d'autres autour de nous. Une domestique qui a osé montrer sa véritable éducation n'a pas seulement conquis sa liberté, mais a aussi enseigné à un homme puissant la valeur du vrai mérite. Pour continuer à suivre des histoires inspirantes qui montrent comment la détermination et la dignité peuvent surmonter toute adversité, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'il n'est jamais trop tard pour révéler sa vraie grandeur. Et vous, quel moment de courage a changé votre vie pour toujours? Racontez-nous dans les commentaires. À notre prochaine histoire de transformation et de dépassement.